Là n'est pas le problème, car j'ai aussi vu dans les hôpitaux de Naïka que soudainement des gens apparaissent, soudainement des ennemis réalisent qu'ils se sont tirés dessus il y a quelques heures, et ensuite ils se retrouvent ensemble à l'hôpital. Et pour nous, cela ne posait absolument aucun problème. J'ai même vu que des ennemis qui vivent ensemble dans le même hôpital pendant un certain temps ne sont soudainement plus des ennemis. En effet, ils souffrent ensemble et en viennent à avoir d'autres réflexions, et ainsi de suite. C'est justement la solidarité humaine qui mobilise d'une certaine manière la souffrance. C'est très important. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir parler avec un compatriote suisse, car j'ai avec moi le chirurgien de guerre et auteur Dr Flavio Del Ponte. Monsieur Del Ponte a été formateur pour les chirurgiens de guerre à partir de 1986 dans divers lieux, notamment pour le compte de la Croix-Rouge et de l'OMS, en tant que Chief Medical Officer de la mission de l'ONU en Afrique, et en tant que conseiller médical au secrétariat général pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York. De 1996 à 2009, il a également été responsable, en tant que médecin de l'aide humanitaire de la Suisse, des dossiers internationaux de la lutte contre les mines et du bioterrorisme. Cette année, M. Del Ponte a publié un livre sur son travail intitulé « Dissonance, la vie aventureuse d'un chirurgien par passion ». Aujourd'hui, nous voulons parler du livre et de ses expériences. M. Del Ponte, Flavio, bienvenue. Bonjour Pascal, je suis ravi de t'entendre et de te voir aussi. Également. La semaine dernière, cela n'a pas tout à fait fonctionné, mais aujourd'hui, nous avons la connexion. Et j'aimerais d'abord discuter avec toi de ton livre, qui vient de sortir, ou qui est sur le point de sortir chez West End Verlag. Pourquoi as-tu décidé de rassembler tes expériences accumulées au fil des années dans un livre maintenant? Eh bien, je connais évidemment mieux la réponse. Elle est en fait venue d'une crise personnelle, pas du besoin de revisiter et d'examiner ma vie passée. Car ce que j'ai vu à l'époque, et je fais référence au 24 février 2022, donc 2020, les premières images de la guerre en Ukraine qui m'ont atteint, m'ont horrifié. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je vois les chars, je vois la destruction que la guerre apporte, et ainsi de suite. Et je ne pouvais plus vraiment dormir. Mes cauchemars me tourmentaient à nouveau. Je dis à nouveau, car j'ai vécu des expériences de ce genre pendant 30 ans dans ces situations. Et je me suis dit, maintenant je veux me prendre en main, me poser des questions et essayer d'y répondre. Et c'est là que je me suis tourné vers l'écriture. Eh bien, je ne suis pas écrivain, bien sûr, mais j'ai l'habitude, peut-être que tu as à peu près la même, pas encore beaucoup, pas de notre activité. Mais ces rapports ont fini dans les tiroirs, même s'ils avaient une certaine importance. Et dans ce sens, je me suis dit que je voulais aborder la question de manière plus sérieuse et rigoureuse, une auto-analyse des événements. Et cela a pris environ 2 ans. Après 1 an, la crise au Moyen-Orient est revenue. Et cela a encore renforcé ma motivation, car dans les décennies précédentes, j'ai également mené des actions directes au Moyen-Orient, surtout en Palestine, au nom de l'aide au développement suisse. Et bien sûr, j'ai aussi accumulé beaucoup de frustration en considérant les 70 ans de la crise palestinienne. On ne peut qu'être étonné, et c'est sans espoir, dirais-je. Mais un regard m'a apporté un certain calme, et j'ai pu me donner quelques réponses personnelles, car ma vie a trouvé un chemin particulier.
Nous pourrons en parler si cela t'intéresse ou intéresse un public. Mais dans le livre, j'ai isolé la période que je souhaite analyser. En commençant le jour où j'ai eu mon diplôme de médecin en main, jusqu'au jour où je suis parti à la retraite. Cela fait donc environ 40 ans. Et puis j'ai constaté par période. J'ai commencé comme chirurgien généraliste en Suisse, et je me suis ensuite orienté vers la traumatologie. D'abord la chirurgie en lien avec des activités humanitaires. De là est venue la chirurgie de guerre, une phase très importante. Et ensuite, il y a eu la transition de la chirurgie de guerre et de la chirurgie humanitaire vers le développement et la coopération. J'ai été impliqué de cette manière dans le sens où l'idée était j'ai sauvé la vie de mes patients, ils se remettent sur pied, avec ou sans prothèse. Mais quelle vie attend ces patients? C'est un chemin de croix, une souffrance constante. Ce sont des personnes affectées à vie. C'est pourquoi l'autre problématique qui s'ajoute, c'est que la coopération au développement peut beaucoup, ou à l'étape suivante, accompagner. Mais là, les problèmes mondiaux que nous connaissons tous apparaissent. La pauvreté, le manque d'eau, les guerres qui accablent encore plus les gens et les détruisent parfois. Et ensuite, notre planète se meurt, car l'homme veut tout avoir égoïstement, et ainsi de suite. Donc, les différents sujets, les sujets mondiaux qui préoccupent, sont les tous segues Kenner ou d'une autre dans cette voie. La plupart des gens ne peuvent pas imaginer ce que tu as vécu en tant que chirurgien de guerre. Comment un profane doit-il se représenter la chirurgie de guerre? Quelles ont été tes expériences lorsque tu travaillais sur le terrain et que tu essayais de sauver des vies en situation de guerre grâce à la chirurgie? Alors, si je fais une comparaison avec mon activité chirurgicale régulière en Suisse, je dirais que ces missions ont toujours eu un caractère très fort. Elles m'ont beaucoup plus sollicité en termes d'engagement, de concentration, de responsabilité, mais l'élément humain a toujours été très présent. Je dirais que l'effet du bon samaritain a toujours été là. Quand on travaille avec les gens, qu'on fait quelque chose en faveur des gens, qu'on peut apporter de l'aide, même en médecine, en chirurgie, d'autres aspects se rejoignent immédiatement et l'interaction entre les personnes prend toujours une autre dimension. Donc je dois dire par exemple qu'il n'y a jamais eu de problème dans le contact humain avec les patients ou même avec le personnel de l'hôpital. C'est simplement une autre ambiance. Quand on est si proche de la souffrance, certains désagréments que nous avons dans nos hôpitaux n'existent pas. On est là, on sait pourquoi, et tout le monde travaille en fait avec joie. Et cette ambiance m'a toujours beaucoup motivé. Je dois même dire, dans le sens où j'ai donné quelque chose, je dis je, mais des centaines de chirurgiens ici, par exemple dans la bande de Gaza ou ailleurs, qui sont maintenant quotidiennement dans des situations horribles, sans instruments, mais qui sont encore là et travaillent. Ils donnent quelque chose aux pauvres, aux mourants, surtout aux enfants. Et il nous revient toujours plus en tant qu'être humain que ce que nous pouvons donner. C'est ce qui est étonnant. Et j'ai plusieurs fois eu des patients qui me faisaient tellement de peine parce que je devais les amputer, peut-être 2 jambes, et j'avais un peu de compassion pour eux. Et quand je voulais exprimer cela aux patients dans un sens de soutien, ils me disaient souvent « Mais docteur, ne vous inquiétez pas. » Vous m'avez sauvé la vie maintenant. Je vais continuer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant. Nous sommes simplement satisfaits que vous soyez encore là, que vous nous ayez aidés, et cela suffit. Donc ce courage qui est revenu m'a toujours impressionné d'une certaine manière.
Peux-tu imaginer comment cela doit être en ce moment à Gaza, dans cette situation incroyable? Parce que là-bas aussi, des gens vivent encore, et ils sont blessés, et ils ont aussi des maladies. Comme tout le monde, et là-bas aussi, des gens apportent de l'aide, une aide médicale, car les territoires palestiniens sont également bien formés en médecine. Gaza avait un bon secteur médical et de nombreux professionnels qualifiés. Peux-tu imaginer ce qui doit se passer là-bas en ce moment? C'est vrai, mais c'est un fardeau énorme intérieurement, psychologiquement pour moi de nos jours. Et surtout avec la constatation que tout pourrait être fait si les biens nécessaires, absolument nécessaires, pouvaient arriver sur place. Il y a bien sûr des médicaments, des instruments, mais tout ce qui concerne la logistique nécessaire dans un hôpital. Et je me souviens précisément d'une mission spéciale que j'ai eue à Gaza, avec les Palestiniens, avec les médecins. J'ai toujours vu que ce sont tous des héros, je dirais, parce qu'ils donnent vraiment leur vie pour les personnes souffrantes et blessées, sans rien pouvoir recevoir en retour, ni demander. Mais aussi à l'hôpital principal de Gaza, après avoir passé toute la matinée à discuter et à apporter de l'aide, et à voir comment nous pourrions améliorer la situation, le niveau de la chirurgie nécessaire et pratiquée. Ensuite, nous avons dû marcher quelques centaines de mètres pour aller manger à l'extérieur de l'hôpital. Et là, ils m'ont dit, non, maintenant nous devons immédiatement passer sur l'autre trottoir. Car là, nous sommes sous contrôle et nous pouvons être suivis par des missiles qui peuvent suivre une personne après l'autre. Et c'était déjà il y a 20 ans. Donc la situation, bien sûr, maintenant, Gaza est un tas de décombres. Et les gens meurent simplement, et ils meurent jour après jour. Et je dirais ce qui se passe au niveau international, c'est un tumulte. Même pas maintenant, on s'est habitué. Là, au journal télévisé, on dit rapidement à la fin combien de morts et combien de blessés il y a eu et combien d'attaques ont eu lieu. Et comme si c'était un rapport d'une activité industrielle, n'est-ce pas? Et l'ampleur de la souffrance de la population est inimaginable. Et cela m'indigne tellement. Je dis non, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Comment faisais-tu, ou autrement dit, lorsque tu étais là-bas et que tu te trouvais dans ces situations de guerre et que tu travaillais comme agent de la paix? As-tu géré ces situations différemment de la façon dont tu le fais aujourd'hui? Quand tu regardes la situation de loin, comment fais-tu pour que cela ne te ronge pas intérieurement et ne te détruise pas, alors que tu as vu la souffrance de première main? Comment es-tu resté capable de travailler? Au début, c'était toujours une question difficile, car nous avons tous un certain potentiel de batterie, et ce potentiel diminue jour après jour dans des situations aussi graves. Cela a été le cas pour moi, comme d'ailleurs pour tous les autres chirurgiens et le personnel impliqué. Cet enthousiasme à vouloir et pouvoir aider les autres diminue malheureusement avec le temps. Et ce, parce que les forces mentales et spirituelles ne sont soudainement plus là comme au début. Mais il s'est avéré qu'on a constaté qu'un chirurgien, après environ 3 mois, n'est plus aussi performant. Le CICR l'a rapidement compris. Les missions duraient en moyenne 3 mois. Et après 3 mois, j'avais perdu mes 10 kilos de poids corporel, psychologiquement un peu ébranlé à la fin, avec de moins en moins d'enthousiasme et devant affronter chaque jour la même misère. Mais c'était pour moi un privilège, et pour tous les autres médecins dans la même situation, nous pouvions reprendre un avion et retourner en Suisse. Là, je retrouvais ma famille, mon environnement, ma bonne vie et tout. Et puis, pendant cette période, je pouvais recharger mes batteries, de sorte que parfois, après des semaines ou même des mois,
je pouvais recommencer avec une énergie, une volonté et une réflexion renouvelée. J'étais juste étonné de voir à quel point l'être humain peut changer dynamiquement. Et donc j'ai fait cela, et c'est ce que c'est devenu. Le personnel pour les infirmières et pour certaines autres tâches hospitalières peut avoir des missions un peu plus longues. Mais après 3 mois, il faut faire une pause et prendre un peu de repos. Et cela m'a permis en fait de mieux faire ensuite avec plus de connaissances et une évaluation de la situation qui semblait différente à chaque fois. Donc, excusez-moi, je dois éteindre mon téléphone ici. Oui. Donc le fait que ce rythme était alterné était en fait la raison pour laquelle moi et tous les autres avons pu tenir le coup. As-tu, ainsi que les personnes avec lesquelles tu as travaillé, notamment au CICR et également avec les autorités suisses, essayé de provoquer des changements politiques dans ces conflits? Ou as-tu déjà été tenté de dire que tu devais approcher ces personnes qui peuvent réduire cette souffrance en dehors de ton activité chirurgicale? Alors, une question très impressionnante, n'est-ce pas? Ici, un chemin dangereux se profile. Je crois bien sûr. Nous sommes dans la position privilégiée du médecin, de pouvoir s'épanouir. Nous avons eu le privilège d'avoir des contacts avec les habitants à tous les niveaux. Pas seulement les patients, pas seulement les petits fonctionnaires, les employés de l'hôpital, mais aussi la population au niveau politique avec les gouverneurs. Et c'était une situation très privilégiée. Cela nous a toujours permis de bien comprendre ce qui se passe, ce qui va probablement se passer dans un avenir proche. Alors, l'information sur la situation donnée a toujours été très importante, surtout à cause de la question de sécurité. Parce que, comme tu ne l'as peut-être pas encore lu dans le livre, il m'est arrivé toutes sortes de cas où cela aurait pu mal tourner. Et même plusieurs fois, j'ai pensé que tu n'en sortirais pas vivant. C'est ce que tu as voulu, chercher. Maintenant, c'est simplement la fin. Mais ce n'était pas la fin. Et ce, pour des raisons qui ne m'étaient pas toujours claires, mais je me suis en fait toujours soumis à mon destin, comme j'ai choisi ma profession de médecin, d'une certaine manière. J'ai su que je devais simplement me rendre disponible et exercer mon métier appris en toute tranquillité, donc aussi bien que possible. Et le reste, je tenterai de l'aborder ou non selon l'occasion dans la situation, mais d'y faire face. Quelle a été ton expérience la plus marquante, celle dont tu dois dire qu'elle t'a le plus fait progresser ou changer professionnellement? C'est, comme tu le sais, le principe de la chirurgie de guerre ou de l'aide humanitaire en cas d'urgence. Sauver la vie du plus grand nombre de personnes possible en un minimum de temps. Et cela entraîne bien sûr des situations où nous, en tant que personnel soignant, atteignons les limites du possible. Et là, il faut d'une certaine manière comprendre où se situent nos limites et peut-être humblement faire un pas en arrière de temps en temps. Je donne un exemple. Si l'on travaille dans la salle d'opération 10, 12, 13 heures d'affilée, comme un bon sportif, mécaniquement, et si en tant que chirurgien, je ne peux plus toucher les instruments, je ne peux plus opérer, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il y a des limites qu'il faut absolument respecter. Et même l'énergie dite disponible n'est pas infinie. Il faut donc faire des calculs réfléchis. Que peux-tu faire? Que pouvons-nous faire et que ne pouvons-nous pas faire? Cela nécessite de l'humilité, une vision claire des situations, mais bien sûr, chaque fois c'est différent, d'autres situations, et je dirais que la capacité de l'homme à s'adapter est incroyablement grande.
Selon les motivations, nous avons des forces et des potentialités dont nous n'aurions aucune idée, mais certainement pas. Il faut le dire. Est-ce aussi l'une des raisons pour lesquelles tu as intitulé ton livre « Dissonance ». Tu utilises beaucoup cette métaphore de la dissonance ou de la consonance en musique. Pourrais-tu en dire un peu plus à ce sujet? Oui, je pourrais peut-être en parler trop longtemps et jouer un peu au philosophe. J'ai toujours eu l'impression que lorsque la dissonance s'approche, on la ressent d'une certaine manière à l'avance. Puis il y a un moment où il faut se laisser aller, et la solution vient d'elle-même. Et ce moment m'a souvent fait réaliser après coup, c'était une dissonance. Le moment est simplement l'action, et ainsi de suite. Mais ce sont des situations clés qui apportent soudainement quelque chose de nouveau. J'ai un exemple dans le livre qui m'a préoccupé et pour lequel je n'ai pas trouvé de solution. Une conférence internationale qui est sur le point d'échouer, les 2 traités également abandonnés, des traités internationaux, etc. Ce sont 2 parties en conflit, et il n'y a pas de conclusion commune. La soi-disant déclaration finale est simplement une construction qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est souvent purement politique. Mais il y a des conférences où soudainement, bien que tout semble sans espoir, tout bascule en quelques heures, donc se renverse totalement. Et auparavant, il y avait des disputes, des conflits et de l'insatisfaction. Soudain, l'ambiance a changé, et en quelques heures, on parvient à une décision. Plötzlich ist die Stimmung geändert und innerhalb von Stunden kommt man endlich zu einem Entschluss. Es ist sicher oft ein Kompromiss, aber die Konferenz ist nicht gescheitert. Il s'agit souvent d'un compromis, mais la conférence n'a pas échoué, car certaines solutions ont été partagées et exprimées ouvertement. Et qu'est-ce qui constitue ce moment déclencheur? Je ne sais pas. Mais il est certain que l'émotivité humaine joue un rôle sur laquelle personne ne trouve vraiment de prise ou de règle fixe. L'émotivité est active individuellement en chaque personne à tout moment, presque avec une force propre qui vient de l'intérieur. Ton livre traite en grande partie du développement de ce que l'on peut appeler la médecine de guerre ou la médecine humanitaire, et aussi du problème que ce cursus ne peut toujours pas être appris comme tu le souhaiterais. Ou c'est ainsi que je t'ai compris. Pourrais-tu peut-être nous expliquer pourquoi la médecine humanitaire devrait être perçue séparément ou comme une spécialité de la médecine? Quelle est la différence avec un cursus médical normal? Was ist der Unterschied zu einem normalen Medizinstudiengang? Oui, donc je ne suis pas seul, mais avec de nombreux amis, nous nous sommes penchés sur ce problème et avons effectivement constaté, au cours des 70 dernières années, le besoin de médecine humanitaire. Je l'appelle maintenant médecine humanitaire parce que le concept est assez vague et il faudrait enfin en démonter tout le contenu. Cela a été fait mais ce n'est pas structuré. Ce sont des connaissances qui se répartissent dans différentes universités, États, organisations Minggrober, ainsi de suite. Chaque État parle de médecine humanitaire, mais on ne sait pas exactement ce que cela implique. Encore plus de chirurgie humanitaire. Et c'est exactement la même situation. Les différents États qui ont une expérience de la guerre ont également une expérience des techniques chirurgicales qui conduisent aujourd'hui à de bons résultats. Mais la plupart des États, même les petits États en état de guerre, ont des guerres et leurs blessés qui sont traités, mais ne guérissent pas. Cela constitue un fardeau qui laisse à un pays une lourde hypothèque supplémentaire sur la santé publique pour des décennies.
Et nous nous sommes dit que nous pourrions mettre nos médecins à disposition pour aider à soulager la souffrance de l'humanité en offrant une autre voie, une formation médicalement adaptée nécessaire. Adaptierte Ausbildung offerieren können. Und das kann in der Medizin, wird das oft gemacht. Et ça peut être fait en médecine, c'est souvent le cas. La science apporte de nouvelles connaissances qui sont intégrées dans des domaines spécifiques de la médecine. Et par exemple, en Suisse, nous avons la liste des spécialités médicales. Il y a 20, 30 ans, il y en avait autant, maintenant il y en a 2 fois plus. Ainsi, en médecine interne, la cardiologie a été séparée, puis d'autres sous-spécialités ont été créées. Ce serait certainement bien et peut-être aussi nécessaire comme solution de faire de la soi-disant médecine humanitaire une sous-spécialité de la médecine générale. Mais la formation devrait bien sûr être au niveau universitaire académique et devrait également être en contact constant avec la recherche, comme c'est le cas partout. Auf universitätsakademischem Niveau und sollte auch ständig Kontakt mit der Forschung, wie es überall der Fall ist, nicht? Und dieses Gespür, also mit meinen Freunden, die Lehraufträge. Et ce sentiment, même avec mes amis qui avaient des charges d'enseignement dans des universités importantes et qui avaient pleinement saisi cette nécessité, ils n'ont pas réussi non plus. Et chez nous en Suisse, nous arrivons alors à Genève, où le mot « humanité », même de nos jours avec le Master européen en médecine des catastrophes, dans les premières années avec d'autres collègues, je les ai rejoints par la suite, donc unis surtout avec la Belgique, l'Université de Bruxelles et en Italie à Novara, le premier master sur Internet pour la médecine. À l'époque, nous l'appelions encore médecine des catastrophes. Et en Suisse, avec un petit stratagème, j'ai ajouté médecine des catastrophes et militaires. Habe ich noch dazu Katastrophen- und Militärmedizin. Das bedeutet, dass die humanitäre Medizin liegt eigentlich in der Schweiz unter dem Departement der... Cela signifie que la médecine humanitaire se trouve en Suisse sous le département des affaires étrangères, le DFAE. En revanche, dans le domaine militaire où de nombreux fonds circulent, la médecine de catastrophes et militaire est implantée. Et nous avons rassemblé nos efforts et avec le médecin-chef de l'armée, qui est malheureusement décédé il y a déjà 10 ans, le divisionnaire Giampiero Lupi, nous avons fondé une académie suisse avec l'Académie européenne sur Internet, où les universités suisses, bien que pas toutes encore, ont créé cette académie pour la médecine humanitaire dans ce domaine. Eine humanitäre Medizin gegründet. Le projet avait au début beaucoup d'espoir, de collaboration et une excellente coopération, mais il s'est ensuite enlisé parce que les promoteurs sont soit décédés, soit passés à un état de retraite, comme moi-même. Pour réaliser correctement un tel projet et le mener au succès, il faut non seulement beaucoup de moyens pour la pérennité, mais aussi l'engagement de tous les spécialistes nécessaires. Ceux-ci étaient présents, mais dès que les moyens de l'État, et dans ce cas de l'armée, ont disparu avec le départ de personnes importantes, les sensibilités ont également changé. Malheureusement, le projet s'est arrêté et a été abandonné. J'ai essayé dans mon livre de laisser un message sûr à tous les médecins et étudiants, à quel point il est beau et nécessaire de s'engager dans la médecine humanitaire, et peut-être aussi de lui consacrer sa vie. Et cela pourrait devenir encore bien meilleur, plus réglementé et plus courant à l'avenir qu'auparavant. Pas comme un parcours académique, mais comme un parcours professionnel pour un médecin suisse, cela devrait fonctionner à merveille. C'est un médecin qui peut exercer son activité médicale dans le domaine humanitaire, avec des organisations internationales et nationales. Et j'espère encore qu'avec le temps, cette médecine deviendra si nécessaire qu'on ne pourra pas s'en passer. Et chaque jour, nous voyons comment des centaines, des milliers de personnes ne sont pas soignées, meurent, souffrent, et ainsi de suite.
Mais bon, nous y arriverons. gepflegt werden, sterben, leiden und so. Aber gut, da kommen wir in eine andere Diskussion. Es ist nicht nur, weil die Medizin, die humanitäre Medizin nicht da ist, sondern die Gründe sind dann anderswo. Und da muss ich dir nicht mehr sagen bezüglich. Nein, die humanitäre Medizin wird leider gebraucht. Non, la médecine humanitaire est malheureusement nécessaire parce que la politique humanitaire échoue. C'est ce qui est terrible. Mais malgré cela, nous devons vivre avec cette situation. C'est un fait que nous avons malheureusement, que nous avons interdit la guerre, mais nous ne nous en sommes jamais débarrassés. Et c'est pourquoi des gens meurent et souffrent à cause de la guerre. Ma question pour toi, si tu avais un amphithéâtre de 100 étudiants devant toi, tous en médecine, et qu'ils disaient « Nous voulons faire ce que tu as fait, Flavio. Nous voulons faire la même chose. » Il n'existe pas de cursus pour cela. Mais que devrions-nous faire pour pouvoir aider comme toi? Concrètement, que recommandes-tu? Ganz praktisch, was empfiehlst du? Also im Buch habe ich diesbezüglich versucht, möglichst Dans le livre, j'ai essayé de me concentrer autant que possible et de donner quelques conseils en réponse à cette question. Car j'ai reçu cette question si souvent, n'est-ce pas? De la part de jeunes qui ont une inclination et pensent « nous voulons faire quelque chose dans cette direction ». Et je crois que l'intuition, cette affectivité est toujours présente, mais il faut une certaine orientation qui doit être donnée. Et j'ai donné environ Bregan Series Thurston. Im Sinne von die Antwort zu erleichtern. Oder es ist so, die Leute, die mit dem Enthusiasmus ist nichts Avec l'enthousiasme seul, rien n'est fait. Mais l'un des points les plus importants, le premier est, chaque professionnel de la santé, qu'il soit médecin, infirmier ou spécialiste dans un autre domaine, doit d'abord acquérir la capacité professionnelle pour lui-même. On ne peut pas envoyer des gens de bonne volonté dans le monde pour aider. Donc un professionnel de la santé doit être formé. La formation dans son propre pays est l'alpha et l'oméga. Ensuite, il faut utiliser les opportunités qui existent, même si elles ne sont pas si réglementées et pas si constantes dans le temps. On peut établir ces contacts avec le monde humanitaire. Et je préférerais au début qu'on fasse une petite expérience pour tester. Kleine Erfahrung eben macht, zu prüfen, ob man irgendwie, man spürt, dass man die notwendige Formamentis hat, diesen Weg zu Formament, il faut l'avoir pour emprunter ce chemin. Mais je mets aussi en garde contre les soi-disant appels d'offres qui sont faits par des organisations internationales, comme l'ONU. On recherche des personnes, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions, car pour un poste officiellement annoncé, des milliers de candidatures sont reçues. Ce n'est donc pas la voie à suivre. Mais grâce à des contacts personnels que l'on établit avec des fondations, des ONG, des petites ONG, des organisations ou des mouvements sociaux, on peut toujours progresser un peu grâce au contact humain. J'ai l'espoir qu'un jour ce problème principal sera résolu. Les médecins veulent exercer la médecine dans un cadre humanitaire et y rester toute leur vie. Nous devrions, notre Suisse, être capable de préparer et d'offrir ce chemin. Je reviens, oui, à cette fin. J'ai souvent, et aussi dans le livre, lorsque j'étais dans la salle d'opération, regardé ces patients, pas des enfants blessés par des mines, et ainsi de suite, ce que mes yeux ont vu. Mais chaque fois, il y avait une telle blessure intérieure. On peut l'observer. Pourtant, on ne peut pas voir que l'homme peut faire cela à un autre homme. Il n'a absolument aucune responsabilité. Qu'a fait un enfant? Comment un enfant peut-il être ainsi blessé? Et j'ai pris quelques photos, bien sûr, c'était trop pour mes nerfs, mais avec l'idée qu'un jour peut-être je pourrais faire quelque chose, dans le sens de quelque chose d'autre. Et je veux ces photos comme témoins d'une situation qu'on ne voit jamais et qu'on ne veut pas voir. Et c'est pourquoi j'ai choisi quelques images. Et à la fin du livre, dans la version allemande, ces photos sont imprimées en noir et blanc et en petit format, presque comme si on ne voulait pas les montrer.
Mais dans la version italienne, je les ai en grand format et en couleur, et la description est ajoutée dès le début pour expliquer pourquoi je veux que ces images soient montrées. Parce que je pense que quiconque voit ces images ne peut plus détourner le regard et dire que cela ne le concerne pas. Les émotions qui sont intérieurement remuées trouvent en quelque sorte une issue, un débordement, toujours dans un bon sens, bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai aussi insisté pour que ces images soient incluses. Nous verrons quel effet cela aura. Mais je crois fermement en cette libération des forces intérieures, des réactions dans un sens positif. Darf ich dich hierzu fragen, und es geht in das Problem... Puis-je te poser une question à ce sujet? Et cela touche au problème de la couverture médiatique des guerres et des conflits. Mais il y a une sorte de... On ne voit pas ces images, comme tu le dis. On entend des reportages sur la guerre, on entend des chiffres qui, comme tu le dis, semblent provenir de l'industrie. Mais les images, une jambe qui manque, ou un enfant qui se vide de son sang dans la rue, aucun éditeur ne les montre. Le journal télévisé ne les montre pas. Ce n'est pas possible non plus sur YouTube. Cela endommagerait leur clause de protection. Et ils diraient alors, non, on ne peut pas montrer cela. Sinon, aucune entreprise ne voudrait plus diffuser de publicité chez nous. Faudrait-il changer cela? Faudrait-il dire oui? Ces images doivent faire le tour du monde et être montrées, simplement pour faire comprendre aux gens à quel point la situation est grave. Ou serais-tu contre le fait de montrer la souffrance telle qu'elle se déroule? Oder wärst du dagegen, das Leiden so zu zeigen, wie es stattfindet? Je pense que, d'une certaine manière, je me suis dit, après avoir vu cela, que le monde entier devrait le voir. On ne peut pas le cacher, car c'est la véritable réalité. L'autre, ce qui passe à la télévision, les reportages et ainsi de suite, tout est mélangé dans le journal télévisé. Nous nous sommes habitués à entendre des choses qui nous laissent absolument indifférents. Le nombre de blessés, de morts, comment cela se passe, à quel point c'est grave, etc. C'est cette réalité virtuelle qui me semble si éloignée de l'humain. Et je pense, je le dis toujours de manière banale, cela aurait une petite digression. Netanyahou, si l'un de ses fils devait vivre ces douleurs, cette situation qu'il cause, 100 fois, 1000 fois, si cela arrivait dans sa famille, comment réagirait-il? Je crois que la perception de la réalité, qui n'est pas douce, qui contient des choses répugnantes, doit, ou lorsque l'homme voit cela, il devra penser différemment. Et justement, la facilité avec laquelle on considère aujourd'hui l'escalade dans les situations de guerre, la souffrance humaine que la population civile subit et encaisse, est tout simplement trop grande. Quelque chose doit se passer. Etwas muss da geschehen und ich gebe meinen kleinen Teil und ich hoffe, dass Je fais ma petite part et j'espère qu'un mouvement comme celui après la Seconde Guerre mondiale, ce pacifisme ou ces mouvements contre la guerre qui ont pourtant secoué le monde entier, puissent renaître. On disait plus jamais de guerre. Mais aujourd'hui, tout cela a été oublié. Que l'homme ne considère pas l'histoire et rejette les leçons du passé comme des déchets, je trouve ça terrible. Donc la morale et certains principes, disons éthiques, doivent certainement être intégrés dans ces accords internationaux qui sont aujourd'hui tellement piétinés, ignorés, et ainsi de suite, comme le droit international humanitaire, les droits de l'homme, etc., qui ne sont considérés que comme des papiers sans valeur. Que se passe-t-il dans ce monde? Pouvons-nous, en tant que Suisses, simplement permettre cela? Et puis tu viens peut-être avec ton mot-clé neutralité. Pouvons-nous encore accomplir quelque chose avec notre neutralité? Nous sommes arrivés à... Maintenant, un séisme doit avoir lieu. Alors la Suisse, je l'ai dit officiellement ces derniers jours parce que je n'ai rien à perdre. Je peux dire ouvertement ce que je pense, politiquement, pas de manière apolitique, mais mon opinion en tant que médecin de ce que j'ai vécu, je peux le dire. Et je dirais que la Suisse doit aussi aujourd'hui décider de quel côté elle veut se tenir.
du bien ou du mal, de la souffrance ou de la vie. Et maintenant je m'arrête, tu me comprends parfaitement. Mais c'est un moment où il faut maintenant prendre une décision. Et même avec notre neutralité, nous avons un instrument, mais il peut être manipulé, il peut être modifié, et ce concept est si fragile. Mais je pense qu'avec ton mandat ici, tu peux apporter une contribution importante. Et peut-être encore quelque chose qui me tient à cœur. Je ne m'étonne plus autant quand j'entends d'anciens politiciens ou des politiciens actuels qui ont du poids. Et je pourrais tous les nommer, même d'anciens présidents de la Confédération, présidentes, et ainsi de suite, qui ont un peu honte aujourd'hui de la façon dont la Suisse se présente au public, de l'image que la Suisse donne en public. Et c'est un peu dur, mais aussi ceux qui ont écrit des livres, quand on lit certains plus diplomatiques, d'autres moins. Mais nous sommes alors ici dans une dichotomie ou une polarisation. Mais aujourd'hui, il faut apporter un peu de clarté. Darf ich dich dazu jetzt fragen, weil du sagst, einerseits man darf... Puis-je te poser une question à ce sujet? Parce que tu dis, d'une part, qu'on ne doit pas soutenir le mal, et d'autre part, la neutralité, qui n'est pas seulement utilisée par la Suisse dans la politique internationale, mais aussi par le CICR, et qui doit en quelque sorte être inhérente à la médecine. Car en tant que médecin, le bien-être du patient te tient à cœur, qu'il soit palestinien, israélien, russe ou ukrainien, n'est-ce pas? Comment doit-on gérer cela? Comment fais-tu en tant que médecin pour dire « Oui, je reconnais ce qui est politiquement incorrect, mais je vais apporter de l'aide à tous ceux qui en ont besoin ». As-tu une recommandation? Hast du eine Empfehlung? Non, mais je crois que la voie a déjà été tracée, notamment par le CICR et la Suisse dans le passé, à savoir que la souffrance humaine doit être prise en charge. Il faut agir pour soulager, réduire et neutraliser la souffrance humaine. Mais dans ce sens, le problème ne réside pas là, car j'ai aussi vu dans les hôpitaux non militaires que soudainement des gens apparaissent, des ennemis se reconnaissent, il y a quelques heures à peine, ils se tiraient dessus, et ensuite, ils sortent dans le même hôpital. Et pour nous, cela n'a posé absolument aucun problème. J'ai même vu que des ennemis qui vivent ensemble dans le même hôpital pendant un certain temps ne sont soudainement plus des ennemis. En effet, ils souffrent ensemble et en viennent à des processus de pensée différents, et ainsi de suite. C'est justement la solidarité humaine qui mobilise d'une certaine manière la souffrance, et elle est très importante. Je pourrais donner d'innombrables exemples qui montrent quelque chose de positif. Donne un autre exemple, un exemple positif de la façon dont on peut réhumaniser la guerre pour atténuer les souffrances. Je crois qu'il s'agit finalement du fait que les gens doivent vivre ensemble, même s'ils ne sont peut-être pas unis par la situation. C'est-à-dire le dialogue, la panacée d'aujourd'hui, le dialogue. Mais le dialogue, c'est pas seulement parler ensemble ou se disputer, c'est aussi être ensemble, vivre ensemble pendant un certain temps. Et je me suis toujours étonné de ce qu'on appelle l'effet CNN. CNN est immédiatement sur place quand quelque chose se passe. Puis les politiciens viennent aussi, font leurs déclarations, etc. Et ensuite, après quelques heures, tout est fini et oublié. Und dann, nach ein paar Stunden, ist alles vorbei und vergessen, nicht? Hingegen Leute, die sich in ihrem Leben bewegen, von einem Ort zum anderen, mit anderen Leuten zusammen... Dans leur vie, se déplacer d'un endroit à un autre, collaborer avec d'autres personnes et maintenir un dialogue, un véritable dialogue humain. C'est pourquoi les ONG et aussi auparavant les hôpitaux missionnaires ou les activités, on disait à l'époque, dans le tiers-monde, c'était à l'époque, on allait dans le tiers-monde pour aider. Bon, c'est une autre affaire. Mais de nos jours, nous avons les moyens de soutenir
et de réaliser les actions dites de fraternisation. Aussi scientifiquement, lors des congrès dits où les spécialistes se réunissent, il y a toujours des moments de mélange culturel, de langue, etc., qui apportent quelque chose de particulièrement nouveau. Je vais donner un exemple concret. Ich mache einen konkreten Beispiel mit der Partnership für Peace, das die Schweiz auch unterschrieben hat, ich weiß jetzt nicht in einem Jahr gegeben, wurde ein Joint Medical Committee. Un comité médical conjoint a été formé. Cela signifie conjoint, ce qui conduit à ce que la médecine civile officielle collabore avec la médecine militaire. Donc l'OTAN est bien sûr militaire. Et ce comité médical conjoint se réunissait une fois par mois à Bruxelles. J'étais présent à la première réunion en tant que représentant de la partie civile. Robert Feldans, à l'époque, c'était le docteur Eichenberger, en tant que représentant militaire. Et c'était tellement étonnant de voir comment un dialogue sur Jurg se déroulait avec les Russes. Ils étaient aussi présents. À l'époque, la Pologne et les autres États étaient encore impliqués, définis de l'autre côté, mais en tant que médecins, avec le plus grand plaisir, nous échangions nos connaissances, nos données. Cela a toujours conduit à des amitiés. On pouvait parler et débattre ensemble, et c'était très apprécié, n'est-ce pas? C'était pour moi un exemple montrant que par le dialogue, la cohabitation et la collaboration, avec la recherche commune ou l'engagement de nouvelles aventures, l'humanité nous rassemble. Tu sais, c'est une partie de la logique de guerre que les gens soient séparés et qu'on dise qu'on ne doit pas parler avec l'ennemi. On ne doit plus du tout s'engager. Et ce que tu dis, c'est le contraire de cela. Non, il faut, justement, quand on est en guerre, travailler avec l'ennemi. S'il te plaît. D'après ton expérience, tu dirais aussi que c'est correct. Il faut travailler avec ceux qu'on déteste. Oui, même s'ils ont une opinion différente, même s'ils appartiennent à une autre religion, bien sûr à une autre version et à une autre attitude culturelle. Mais l'homme a partout la même base, où les principes de l'humanité sont les mêmes pour tous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pourquoi la chose la plus importante que nous puissions faire est de résister à cette division des autres parties de notre humanité commune. Flavio, les gens qui veulent en savoir plus sur tes expériences peuvent se procurer ton livre en allemand et aussi en italien, n'est-ce pas? Est-il également disponible dans d'autres langues? Non, je viens de la Suisse italienne. Je pense que le livre devrait être traduit en français le plus tôt possible. Mais nous verrons, c'est pas si facile. Actuellement, il est disponible en italien et en allemand. Et je dois dire qu'en Allemagne, même pendant le court laps de temps à la foire de Francfort, j'ai rencontré des personnalités publiques très intéressantes. Cela m'a vraiment motivé. On peut vraiment faire quelque chose. Et tu fais aussi partie de ces pionniers des nouvelles générations. Vous devez avoir entre les mains les... Ihr müsst ja in den Händen die Zukunft nehmen, richtig und führen, nicht vorbereiten und führen. Und das ist eben, wenn man mit den Leuten sprechen kann. On peut et dans les débats on apprend énormément et on parvient à une meilleure compréhension de la réalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chers auditeurs et auditrices, on peut faire quelque chose. Tout n'est pas perdu. Il suffit de pouvoir imaginer quelque chose et de vouloir collaborer. Flavio Del Ponte, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci Pascal Lotaz et bonne chance pour ton travail.